Jamais le Mali n'a été aussi vulnérable. Bamako, Kati, Gao, Mopti, Sévaré, Kidal. Le 25 avril dernier, le Mali a été frappé par des attaques simultanées. La ville de Kidal est tombée, le numéro 2 de la junte a été tué, le chef des services de renseignement a été grièvement blessé. Tout cela constitue cette espèce d'état de choc. L'offensive menée conjointement par le Front de libération de l'Azawad et les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a plongé le pays dans l'incertitude. Car derrière ces revers militaires, infligés par une alliance inédite, c'est la crédibilité du pouvoir qui se joue. Ce n'est pas une crise du Mali, c'est une crise sécuritaire régionale. Et si le Mali est menacé, et si le Mali est fragilisé, je pense que c'est une menace pour toute la sous-région. Depuis son arrivée au pouvoir, la sécurité est au cœur du discours d'Assimi Goïta. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité historique, celle de transcender nos divergences pour sécuriser notre pays. La question sécuritaire et la reconquête de l'intégrité territoriale de notre pays ont été et demeurent au cœur des préoccupations du peuple malien. Chaque victoire remportée est une lueur d'espoir vers un avenir sûr et une lumière sur le chemin de la pacification totale du pays. Mais ces derniers mois, la situation sécuritaire s'est nettement dégradée. Selon l'indice mondial du terrorisme, près de la moitié des décès liés au terrorisme ont été recensés au Sahel en 2025. Le Mali a aussi été secoué par un blocus djihadiste sur les carburants qui a débuté en septembre 2025. Et surtout, les dernières offensives du FLA et du JNIM marquent un tournant. Les groupes armés s'emparent de Kidal, ville symbole. Ça a été une bataille surprise pour eux parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'on attaque. À Kati, une attaque kamikaze provoque la mort du ministre de la Défense, Sadio Kamara. Kati, c'est le siège du pouvoir politique, c'est le siège également du pouvoir sécuritaire. Arriver à Kati, c'est une menace pratiquement pour le pouvoir. Ce n'est pas une petite, mais une grande menace. Le 1er mai, les groupes armés s'emparent cette fois du camp stratégique de Tessalit. Les autorités maliennes sont fragilisées de cette série d'offensives. Au-delà de ces événements-là, c'est au fond toute la rhétorique du régime, tout le projet du régime sur la sécurisation du territoire, la défense de l'intégrité territoriale qui sont mises à mal. Après 3 jours de silence radio, Assimi Goïta réapparaît au chevet des blessés le 28 avril. Le chef de la junte tente de reprendre la main dans une communication très contrôlée. En parallèle, le pouvoir se concentre davantage autour de sa personne. Après la mort de Sadio Kamara, Assimi Goïta récupère le ministère de la Défense. Une manière d'afficher autorité et stabilité. Il n'a confiance qu'en lui pour pouvoir gérer la situation de l'armée. C'est un indicateur aujourd'hui de la situation de défiance. Ça s'inscrit toujours dans le cadre de la volonté du pouvoir de montrer qu'il contrôle effectivement le territoire, le narratif et la situation, que ce soit au niveau politique, sécuritaire, mais aussi discursive. Militaires, activistes, responsables politiques, depuis le samedi noir du 25 avril, plusieurs personnalités ont été ciblées par la junte. Parmi elles, l'avocat Muntaga Tall, l'une des rares voix critiques du pouvoir, ainsi que son fils aîné, Cheikh Mamadou Tall, ont été interpellés par la sécurité d'État, tout comme Youssouf Daba Diawara, ancien coordinateur du mouvement de l'imam Diko, ou encore le jeune politicien Moussa Djiré, dit Abba. Ce sont des arrestations en plein milieu de la nuit par des hommes armés encagoulés qui intimident leurs familles et immédiatement des procédés discursifs par lesquels ces individus sont accusés d'être en collusion avec le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans et au Front pour la libération de l'Azawad. Et on leur impute une responsabilité dans les attaques qui ont affecté le Mali le 25 avril 2026. Le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako informe l'opinion publique nationale et internationale. Le procureur militaire de Bamako a annoncé l'ouverture d'une enquête. Selon lui,
Les attaques du 25 avril auraient bénéficié de complicité au sein de l'armée et de la classe politique. Pour Amnesty International, ces arrestations s'inscrivent dans une longue série de détentions arbitraires, comme celle de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Il est très difficile de savoir combien de personnes ont été arrêtées, raflées ou bien enlevées simplement à la suite de l'attaque du 25 avril 2026, car la nature de ce type d'arrestation extralégale est son caractère secret. Et c'est ce caractère secret, hors de tout contrôle de l'appareil judiciaire malien, qui favorise les risques de mauvais traitements et de torture auxquels ces victimes peuvent être exposées. Une tendance qui pourrait renforcer la restriction de l'espace civique au Mali. Aujourd'hui, la crédibilité d'Assimi Goïta est ébranlée. Les critiques des mouvements citoyens et de l'opposition en exil se multiplient. La junte doit partir. Mais leur capacité à mobiliser reste limitée. Au Mali, à Bamako en particulier, c'est très difficile de se mobiliser, encore une fois, du fait aussi d'une répression assez forte à l'égard de tout mouvement de contestation, avec aussi des arrestations d'opposants. Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, une partie de la société civile et des opposants a été réduite au silence, poussée à l'exil ou marginalisée. De son côté, la junte compte sur un sursaut national. Quand le régime actuel a pris le pouvoir, à l'issue de 2 coups d'État en 2020 et 2021, il a suscité une énorme vague d'espoir. Je crois qu'il reste quelque chose de cet espoir initial. Le régime a organisé avec ses soutiens des manifestations en sa faveur. Elle n'a pas été phénoménale, cette manifestation. Peut-être on est dans un moment de doute aujourd'hui au niveau de la population. L'armée malienne et ses supplétifs russes ont mené des frappes aériennes ciblées et ont annoncé une contre-offensive imminente. Mais les groupes armés continuent de progresser dans le nord du pays. Leur stratégie est claire, exercer une forte pression sur les grandes villes, en misant notamment sur leur asphyxie économique. Leur stratégie très efficace pour perturber, pour mettre la pression, mais pour l'instant pas pour occuper et gérer des territoires urbains de manière en tout cas significative. L'État reste dans les zones urbaines. Il y est sous pression, mais encore une fois, c'est lui qui tient les villes. Le pouvoir vacille, mais ceci dit, le pouvoir ne s'est pas effondré. Bamako conserve l'appui militaire de la Russie et des équipements sophistiqués, sans parvenir pour autant à reprendre l'initiative dans le nord. Les événements du 25 avril inquiètent l'ensemble des pays voisins, y compris au sein de la CEDEAO. La contagion, elle est déjà là. Aujourd'hui, la plupart des pays côtiers comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, comme le Togo, comme le Bénin, mais tous ces pays sont affectés. Et je pense que la menace est en train de progresser du côté des frontières du Sénégal. Donc, c'est inquiétant. On espère que ces États-là vont être en capacité de promouvoir une meilleure réponse collective à ce phénomène-là. Et quand je dis une meilleure réponse, ce n'est pas nécessairement qu'une seule réponse militaire, c'est aussi peut-être une réponse plus politique, passant aussi par le dialogue. C'est un point incontournable, indépassable, cette question du dialogue. On espère qu'il va y avoir cette espèce de prise de conscience, de reconstitution d'une véritable réponse régionale à ce défi transnational. De leur côté, les autorités militaires continuent d'exclure tout dialogue avec les djihadistes.